Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de méritocratie. Je fais cette vidéo parce que je regardais hier, en m'entraînant hier soir, quelques émissions YouTube, dont une qui venait de sortir, je crois, sur la chaîne qui s'appelle Le Média, et qui accueillait des jeunes hommes qui avaient écrit un livre sur la bourgeoisie, une bourgeoisie française qui dominerait la France. Alors, il n'avait pas tort sur le sujet, mais je vais expliquer en faisant une petite comparaison et en vous lisant un texte que j'ai passé dans l'éveil des consciences, dans la nouvelle version qui normalement sort en février, un texte pour vous expliquer que si la France est un pays de caste avec une bourgeoisie qui domine, alors faudra l'expliquer, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo, la méritocratie rêvée, c'est-à-dire que les gens les plus méritants aient les postes qui leur reviennent pour pouvoir tirer l'ensemble du groupe vers le haut dans cette lutte des nations entre elles, pour s'affirmer, pour l'énergie, parce que malheureusement nous sommes encore dans un monde qui n'est pas encore un monde d'échange altruiste, mais un monde de prédation et de lutte entre les puissances. Nous voyons cette grande lutte économique qu'il y a dans le monde entre les superpuissances. La méritocratie que l'on pourrait rêver en France est très difficile à instaurer parce que la structure même de la France n'est pas une structure méritocratique, mais une structure de caste où ce sont les gens qui naissent dans un certain milieu qui dominent, qui règnent et qui dirigent. Alors ils peuvent diriger de façon honnête, rendant les castes inférieures heureuses dans leurs fonctions, producteurs de base, pas ceux qui dirigent l'économie, mais ça peut aussi créer des problèmes quand ces castes dégénèrent progressivement et ne font pas bien leur travail, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus les capacités pour, dans cette lutte des nations entre elles, des puissances entre elles, de permettre à l'ensemble du peuple de vivre d'une façon harmonieuse. La France est un pays de caste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de montée sociale où c'est extrêmement difficile. J'ai fait des vidéos sur le sujet, mais je vous expliquais que la méritocratie en France, et je vous l'ai expliqué en vous montrant ce qu'est la véritable méritocratie, par exemple, que l'on peut voir en Allemagne, qui n'est pas une question de volonté du peuple allemand d'être plus méritocratique que les autres, mais qui fait que le milieu dans lequel ils ont évolué et des structures au niveau des lois qu'ils ont créées ont généré une méritocratie qui ne pouvait pas être générée en France. Une méritocratie qui vient aussi de la structure de l'Allemagne, qui n'est pas un pays centralisé, qui est un pays fait d'État. Et vous allez comprendre pourquoi la méritocratie s'est imposée en Allemagne, ce qui fait que à tous les postes, dans la plupart des postes en Allemagne, on a des gens de haute qualité qui permettent à l'Allemagne de dominer d'une main de fer, en vérité, l'Europe et d'écraser l'Europe parce que l'Allemand met au poste les hommes qui méritent ces postes et non ceux qui sont nés dans un certain milieu comme en France. Donc pour ça, je vais vous lire un petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre comment la méritocratie peut s'imposer dans un pays. Alors la méritocratie allemande n'est pas la méritocratie américaine, parce qu'il y a quand même une certaine méritocratie américaine, bien que ça soit très dur. Les montées sociales sont très dures, et je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, mais pour d'autres raisons. Donc je vais vous expliquer comment la méritocratie allemande s'est imposée, et vouloir prendre l'Allemagne comme exemple pour instaurer nous-mêmes une méritocratie, parce que notre pays, la France, est un pays qui s'effondre, nous le voyons bien, n'est pas forcément le bon exemple, et nous devons, nous, Français, essayer d'inventer un système juste et méritocratique, mais adapté à notre peuple et à notre milieu et à notre façon de penser, qui n'est pas la même que celle des germaniques, donc du peuple allemand. Donc pour ça, je vais vous lire ce petit texte pour que vous compreniez un peu comment fonctionne l'Allemagne, et
pour que vous voyez que cette méritocratie n'arrive pas du ciel, comme ça, elle n'est pas la volonté propre des hommes, elle est en fin de compte le résultat d'un système de loi, d'un système législatif qui l'impose d'office sans que les hommes s'en aperçoivent. Voilà, donc je vais vous lire ce petit texte qui s'appelle « Méritocratie germanique et héritage du fils aîné ». Si la société germanique est foncièrement méritocratique, ce n'est pas que les Allemands aient un plus grand sens de la justice sociale et de la reconnaissance du travail de l'individu qu'ailleurs. Mais c'est avant tout que, par un principe organique de rééquilibrage énergétique, la méritocratie était fondamentale à l'équilibre de la communauté, car une partie de la société germanique avait basé ses règles d'héritage sur la reprise des affaires familiales et des biens par le fils aîné. Cet héritage de l'outil de travail paternel et des terres par le fils aîné entraîne obligatoirement la conservation au sein de la société germanique de la méritocratie, car permettant par le rééquilibrage de ne pas léser les cadets méritants qui pouvaient par leur courage, leur valeur professionnelle et leur intelligence progresser socialement et par là compenser l'absence d'héritage familial. Ainsi, la méritocratie allemande n'est pas le choix moral d'un peuple, mais une obligation découlant de la façon dont les biens sont transmis de génération en génération. Cette façon de transmettre les biens et les affaires familiales à l'aîné a structuré la société allemande et est à la base de la puissance germanique actuelle. En effet, une société où l'outil de travail et la terre productrice d'énergie, ne sont pas divisés entre les héritiers mâles, permet de maintenir dans cette société de puissantes entreprises commerciales, industrielles ou agricoles, qui pourront plus facilement, par les importants bénéfices qu'elles feront, se moderniser pour continuer à produire de génération en génération pour la communauté, plutôt que s'étioler et s'affaiblir par le morcellement entre les héritiers. Ces grosses structures productrices allemandes furent et sont encore les éléments les plus puissants de la société germanique, car elles constituaient, pour les hommes qui les dirigeaient, le réel pouvoir décisionnaire de la société germanique. Choisissant par les corporations qui les représentaient, les hommes politiques, les princes et les nobles qui les administraient, les défendaient et leur étaient subordonnés. Ceci est à mettre en comparaison avec la société française primitive, dont le roi et la noblesse, à ses ordres, étaient la force décisionnaire la plus puissante, la noblesse possédant les terres et les hommes qui les faisaient fructifier par leur travail, administrant l'État en imposant les artisans et les industriels pour continuer à régner tout en conservant leur train de vie luxueux. Dans cette société française, la méritocratie n'avait donc aucune réelle valeur, car l'ordre social était maintenu par un puissant système de caste où chacun restait à sa place grâce à une administration centrale extrêmement performante qui régissait tout l'État. La société allemande est donc, à la base, par son système d'héritage du fils aîné, une méritocratie sans État centralisé comme la France, où des villes ou des petits États dirigés par de puissantes corporations et administrés par une noblesse élue et subordonnée aux puissances productrices se font une guerre économique en attirant à eux les fils cadets de toute la Germanie. Cadets qui pourront monter socialement par leur travail méritant au sein des puissances productrices dirigées le plus souvent par l'aîné d'une fratrie. Ce système germanique d'héritage de l'aîné, entraînant la méritocratie pour les cadets, est ainsi à la base du morcellement administratif de l'Allemagne moderne et de son système politique et social basé sur le consensus entre les États et les partis politiques, mais est aussi
à la base de la force industrielle et innovante allemande directement issue de la concurrence économique entre toutes les villes de ces régions indépendantes qui forçait les entreprises familiales à attirer à elles les meilleurs éléments issus des cadets déshérités pour faire fructifier ces structures productrices afin de survivre à la concurrence. Cette méritocratie germanique, directement issue d'un système d'héritage ancestral, est perceptible dans l'instruction morale véhiculée par les contes populaires allemands. C'est ainsi que, dans le célèbre conte pour enfants recueilli par les frères Grimm, le vaillant petit tailleur, en allemand Das Tapfer Schneiderlein, un petit tailleur, un peu inconscient, courageux et très malin, sauve un royaume de la tyrannie de géants, et est, en récompense de son courage, marié à la fille du roi. Ce qui est à mettre en comparaison avec les contes populaires français, où un prince transformé en crapaud ou une princesse rétrogradée au rang de servante et vivant comme une souillon, retrouveront, à la fin du conte, leur véritable nature noble ou royale et épouseront une princesse, un prince ou le roi, retrouvant par là leur rang hérité par leur noble naissance. Alors que la culture populaire allemande véhicule la méritocratie dans ses contes pour motiver à la réussite les jeunes garçons. La culture populaire française a tendance à encenser la stabilité de la hiérarchie de caste ancestrale en accord avec la structure centralisée de la France. Cependant, ne nous méprenons pas. Si la France est un système de caste sans possibilité de mobilité sociale, donc sans méritocratie, la méritocratie allemande ne s'exerce que dans le cadre de la société germanique, la germanitude ne s'héritant que par le sang et générant une conscience raciale qui fut à la base de la force, mais aussi de tous les excès du peuple allemand. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer que la méritocratie allemande, elle ne tombe pas du ciel, elle ne sort pas de leur cul comme ça, elle est directement enclenchée par un système législatif ancestral qui a obligé, en fin de compte, les Allemands, pour éviter les troubles sociaux, à générer cette méritocratie, comme c'était le fils aîné majoritairement qui héritait de la fortune, on va dire de la production, pas de la fortune, mais de la production, de l'outil de production familiale, il fallait bien former les cadets pour les envoyer dans tous les Landers allemands tenter leur chance pour réussir. Et cette mobilité allemande, on la retrouve encore actuellement dans la façon dont les Allemands s'installent et travaillent. En général, l'allemand est extrêmement mobile, c'est-à-dire qu'il fait des études et après, il part courir, non pas le monde, mais la Germanie, c'est-à-dire les États allemands, à la recherche d'un travail. Et quand il arrive à s'intégrer dans une société, dans une firme, quand il commence à monter, à se sentir bien, c'est là qu'il va assez tard s'installer et fonder un foyer. Donc c'est typique à l'Allemagne. Alors l'Allemagne est faite de grandes entreprises qui sont familiales. Donc on peut dire, ah mais c'est des fils d'eux. Oui, mais ce n'est pas des entreprises hermétiques, puisqu'en général dans ces entreprises, ce n'est pas une bourgeoisie qui s'hérite de la naissance. Vous savez, en France, on voit des émissions françaises où toujours on se moque du prolo et on vit dans un milieu bourgeois qui parle d'une certaine façon avec une endogamie. La bourgeoisie française est une bourgeoisie endogame qui essaye d'imiter, en fin de compte, la noblesse qu'elle a remplacée quelque part. L'Allemagne, c'est absolument pas ça. L'Allemagne encense le héros, encense l'homme qui part d'en bas et qui monte et qui sera accepté dans la société, qui sera accepté dans les grandes entreprises familiales, puisque c'est hérité, mais entreprises dans lesquelles on peut monter, à l'intérieur desquelles on peut monter en partant d'en bas, et si l'on est brillant, et s'il n'y a pas, à la base, c'est un peu exagéré, mais s'il n'y a pas d'héritier mâle, il y a des possibilités que vous soyez présenté à la fille du patron qui n'aurait pas eu d'héritier mâle pour présenter son meilleur ingénieur, par exemple, pour reprendre la firme en épousant la fille. Il n'y a pas ce système de caste français qui sclérose en vérité actuellement encore notre pays. C'est dans la mentalité allemande. Mais qu'on ne se détrompe pas, si
ce sont beaucoup d'entreprises familiales qui tiennent l'Allemagne. Ces entreprises familiales sont en partie possédées au niveau action maintenant actuellement par les Länder. C'est-à-dire que les Länder sont actionnaires des grosses entreprises familiales. Donc c'était un espèce de consensus Länder, pas l'État allemand, mais Länder allemand et entreprises familiales qui sont souvent, il y a des actions des États allemands qui font qu'en fin de compte, les États, les Länder, possèdent une partie des entreprises qui sont des entreprises familiales, mais relativement poreuses dans lesquelles on peut monter à l'intérieur et où il y a une réelle méritocratie. Donc c'est pour ça que l'Allemagne est à un certain niveau extrêmement puissant. Et Merkel ne joue pas pour une bourgeoisie, mais joue pour les entreprises allemandes qui sont possédées par les Länder et par les familles, mais Länder et famille ayant, si vous voulez, une espèce de vivant en symbiose, tout ça n'est pas centralisé. Merkel le disait très bien à Sarkozy, quand il disait, vous savez, je me souviens d'une émission, vous avez beaucoup plus de pouvoir que moi, parce que, effectivement, Merkel est soumise aux gros consortiums industriels qui sont associés aux Länder. Ce n'est pas du tout la même structure que la France, au niveau politique. C'est complètement différent. Bien que la France, quand un petit roi est élu en France, comme Macron, comme tous les rois que nous avons eus, il dirige d'une main de fer la politique sociale française. Les États, les petites PME n'ont rien à dire, mais il est toujours subordonné à des forces beaucoup plus puissantes que sont les grosses entreprises, les grosses multinationales dites françaises, que sont la France, Afrique ou le reste, qui eux possèdent les médias et mettent en place le monarque qui fera une politique sociale plus ou moins bonne, plus ou moins voulue par les Français, puisqu'ils n'ont pas trop leur mot à dire là-dessus, alors que les États allemands, tout le monde se connaît, vous n'allez pas passer une loi qui ne plaît pas au peuple, puisque ce sont tous des États qui font leurs lois entre elles, et après ça passe au-dessus. Des lois peuvent passer d'un État et être globales si elles sont votées, mais ce n'est pas du tout la même structure. Alors qu'en France, on a un petit monarque qui est mis en place tout de même par de grosses structures que le petit monarque ne dirige pas, auxquelles il est subordonné, que sont ces grosses multinationales françaises, que sont la France-Afrique, Areva, Bouygues, je sais pas moi, tous les gros trucs, même les marchands d'armes français, qui, eux, sont des superpuissances, puissance énergétique, nucléaire, Total, par exemple, énormes, qui, eux, possèdent les médias, et par ces médias, font élire nos dirigeants qui, à ce moment-là, feront pas une politique, mais appuieront avec l'armée et la diplomatie française nos groupes français économiques, qui ne sont français que de nom, mais qui ont quand même, des fois qui sont patriotes, dans cette grande guerre des puissances entre elles pour récupérer l'énergie dans le monde et principalement en Afrique. Donc on a ces grandes guerres économiques et là on a l'appui de l'État français par le monarque qui a été élu par un peuple qui, en fin de compte, fait où on lui dit de faire et élit celui qu'on lui dit d'élire en regardant tout simplement les médias qui appartiennent aux grosses puissances économiques qui, en fin de compte, par ces médias, influencent le peuple qui votera quand on lui dit de voter. Peuple de moutons, un peu le français, moutonnier. Comme je dis tout le temps, il ne vote pas pour les politiques, pour Macron ou ceux qui étaient avant, parce qu'il trouve que leur programme politique est bon. Il ne connaît pas la plupart du temps, et c'était à peu près les mêmes, ou à peu de choses près, c'est assez catastrophique, mais il vote pour eux pour essayer de voter comme la majorité, puisque on lui impose un petit monarque qui durera 4 ans, ou 4 ou 5 ans, je ne me souviens plus, en lui disant que c'est celui que tout le monde veut. Donc pour être intégré au groupe, il suffit que tous les journaux clament ensemble que c'est celui que tout le monde veut pour que majoritairement les hommes votent pour lui, de peur d'être exclus du groupe, et non pour la valeur de la politique sociale qu'il fera en France, économique qu'il fera en France.
L'important pour ces monarques quand ils sont élus, ce n'est pas d'avoir une bonne politique sociale en France, ça c'est facultatif, c'est surtout de faire appuyer la diplomatie française et l'armée française, de faire cette diplomatie française et cette armée française appuient ces grosses structures, ces grosses multinationales dans leur prédation sur le monde, prédation qui nous arrange aussi puisque nous récupérons du gaz, nous récupérons de l'énergie, de l'uranium, nous ramenons quand même un peu, elle ramène un peu d'argent en France et elle nous permet d'avoir de l'énergie, ce qui permet de chauffer mes mères l'hiver avec le gaz et puis ou avec l'électricité fournie par le nucléaire, par exemple. Donc c'est quand même, ça fait partie du système français, mais ce n'est pas un système méritocratique comme en Allemagne. Alors, l'Allemagne n'est pas très sympa non plus, puisqu'elle nous a mis à genoux, comme je l'ai expliqué. Ce que je dis tout le temps, c'est que ce que Merkel a fait en douceur, ce que Hitler a raté dans la violence, le sang et les larmes. Donc elle a quand même mis à genoux l'Europe, et elle domine l'Europe. C'est pour ça qu'on a l'Angleterre qui part, parce que ça ne l'intéresse pas de payer des taxes pour favoriser la politique commerciale d'échange international allemande. Les Allemands sont les grands vainqueurs puisqu'ils ont réduit quand même, ils ont réussi à démolir notre système industriel français. Mais bon, si on n'a pas su le conserver, c'est qu'on le méritait peut-être, puisque la nature n'a pas d'état d'âme, seuls survivent les plus forts, par un système assez sournois, puisqu'en fin de compte, l'Allemagne, Bruxelles c'est l'Allemagne, prélève des taxes et les redistribue dans tous les pays européens, et par exemple les redistribue aux pays d'Europe centrale, qui, comme tout le monde sait, sont les petites mains à 500 € par mois qui produisent pour l'industrie allemande inventant dans ces Länder, avec cette méritocratie où il y a des gens formés à l'invention, formés à l'innovation, à cette lutte des hommes entre eux dans les Länder, et qui vont ensuite produire à moindre coût dans les pays, par exemple, d'Europe centrale, qui compensent cette main-d'œuvre à 500 € pour éviter le mécontentement en recevant énormément d'aides européennes, ce qui fait que, somme toute, les Européens d'Europe centrale, qui sont les vassaux de l'Allemagne, ne se portent pas si mal, puisque même s'ils ne travaillent pas beaucoup, ils ont beaucoup d'aides d'État, qui sont en réalité des aides de la communauté européenne, mais pas des aides allemandes, des aides que l'on récupère sur la taxation de l'Italie, de l'Espagne, de la France, et un peu avant c'était de l'Angleterre, donc c'était pas cool. L'Allemagne a toujours joué ce jeu, vous savez, vous connaissez l'histoire, je crois que du soja allemand, du soja américain. L'Allemagne a fait acheter à l'Europe par Bruxelles des tonnes et des tonnes de soja américain en contrepartie. Il fallait bien que l'Amérique continue à faire marcher ses producteurs de soja et qu'il n'y ait pas de mécontentement en Amérique. Et en échange, l'Amérique a dit, si vous nous achetez notre soja, nous vous achèterons vos berlines. Donc l'Europe, et pas l'Allemagne, l'Europe a acheté des tonnes de soja qui ne servaient pas à grand-chose, pas grand-chose pour nous les Européens, que nous avons payé, nous les Français, nous avons payé ce soja qui ne sert à pas grand-chose, mais ça avantageait les Allemands qui, eux, ont continué à faire marcher leurs usines et à produire leurs berlines et tous leurs outils industriels qu'elles continuaient à vendre aux États-Unis. Ça fait un scandale. Alors, récemment, Arte en a parlé. Excellente émission. Voilà comment fonctionne l'Allemagne. C'est pour ça que les gens qui croient que l'Europe c'est Bruxelles, je leur dis mais non, l'Europe c'est Berlin. L'Europe c'est Germania. C'est Berlin qui domine en douceur, sournoisement, avec intelligence. Mais ce n'est pas une Europe de l'égalité. Il y a encore du travail à faire pour que tous les peuples puissent vivre en harmonie. Mais c'est une Europe tout de même qui a des avantages, mais qu'il faudrait arranger un peu. Donc vous voyez à peu près comment ça fonctionne et comment la méritocratie allemande nous a mis à genoux, puisqu'elle produit quand même des outils industriels de qualité qu'elle revend
au monde entier, hein, la Chine, partout, elle est extrêmement dynamique, alors que la France a tendance à s'écrouler. La France, sclérosée aussi par son système de caste, hein, on ne va pas tout remettre sur l'Allemagne, hein, nous pourrissons de l'intérieur, hein, sclérosée par son système de caste et le manque, l'impossibilité qu'il y a pour les gens de monter socialement, ce qui crée une haine des pauvres pour les riches, hein, et un mépris des riches pour les pauvres, hein, avec toutes ces castes qui ne se mélangent pas. Un problème énorme en France qui crée, en fin de compte, l'effondrement de la France qui n'est pas aidé par la politique bruxelloise, on va dire, qui est la politique berlinoise, tout simplement. Voilà, petite vidéo sur la méritocratie, mais maintenant, les temps changent. C'est à nous, Français, d'essayer d'inventer, je ne vais pas dire de réinventer une méritocratie, parce qu'elle n'a jamais existé réellement, mais d'inventer une méritocratie et de dépasser ce système de caste millénaire. La France est le pays de la servitude, hein. On dit un serf, hein. C'est un système qui n'y avait pas chez nos amis les Germains, hein. Alors il y a un système de servitude en Russie, mais qui n'est pas du tout le même, et qui est un système de servitude on va dire, communiste, puisque qui lit Tolstoï comprend entre les lignes, hein, ne serait-ce que la noblesse russe était une noblesse relativement poreuse dans laquelle on pouvait rentrer quand on était un bon fonctionnaire ou quand on était un soldat qui avait défendu vaillamment l'Empire. Et quand on possédait des terres, la Russie est très vaste, hein, pour les gérer, ce n'était pas du tout évident. Donc en général, on allait dans ces terres quand on était noble, hein, et on choisissait un gérant qui était élu parmi les serfs, hein. Donc il y avait déjà une espèce de système proto-communiste dans ce système russe, dans cette noblesse, on va dire russe, dans cet État qui était dominé par le tsar, hein. Donc il y avait déjà les germes de ce qui allait faire après le communisme, les républiques soviétiques, et puis qui continue un peu à rester là, puisque la Russie s'est quand même s'est conservée un peu malgré le fait qu'elle est devenue plus libérale, mais en vérité elle n'est pas si libérale que ça, elle est plutôt un pays où le libéralisme est très dur, hein, à réaliser. L'État possède la terre, l'État possède les ressources gazières, les ressources énergétiques, hein, ce qui permet à la Russie, hein, et même aux pauvres de la Russie, de se chauffer, d'avoir du pétrole pas cher, mais c'est un système à part, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Voilà, petite vidéo pour vous montrer que l'important, c'est quand même d'essayer de changer notre système français pour ne pas rester dans l'état de marasme dans lequel nous sommes, et il faut essayer vraiment d'inventer un nouveau système plus juste, plus droit, plus méritocratique, qui permettra aux hommes de vivre avec l'espoir d'une vie meilleure et pas de vivre dans un système aussi sinistre que le nôtre, parce que même si la France est un des plus beaux pays du monde, par ses productions agricoles, par sa géographie, par le milieu géologique et le milieu climatique, c'est quand même un pays qui a d'énormes problèmes sociaux à cause de ce système de caste hermétique qui, dans une lutte des États entre eux, des puissances entre elles, est complètement obsolète, hein, puisque s'il n'y a pas de méritocratie, nous allons nous faire démonter par des États et des puissances beaucoup plus méritocratiques et qui viendront nous écraser parce que les éléments qui les dirigent et qui font marcher leur économie sont des éléments qui sont montés à la méritocratie et pas le résidu de castes génétiquement dégénérées. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.